Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un des plus célèbres fusils d'assaut de l'histoire, le M16A1. Avant de commencer, je tiens à remercier l'Arsenal de Churchill qui me permet de vous présenter ce fusil, ainsi que mes tipeurs qui me donnent littéralement les moyens de réaliser mon travail. D'ailleurs, n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez bien sûr. En tout cas, on va voir dans ces vidéos l'histoire du M16A1, son fonctionnement et en quoi cette arme était extrêmement innovante pour l'époque. Je vous rassure, on va également parler de ce lance-grenade M203, mais ce sera pour une prochaine vidéo. L'histoire de ce qui deviendra le M16 est assez intéressante et on peut la faire commencer à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, l'armée américaine utilisait la cartouche de 30-06 d'un diamètre de 7,62 mm et souhaite une nouvelle cartouche, toujours en 7,62, mais plus compacte, et il fallait qu'elle soit la cartouche standard des fusils d'infanterie et des fusils mitrailleurs. C'est ce qui va donner le développement du 7,62 par 51 mm autant, qui est toujours utilisé aujourd'hui. Avec le passage au 7,62 par 51 mm, il faut évidemment un nouveau fusil. Ce sera le M14 qui sera finalement adopté, mais parmi les participants à l'appel d'offres pour le nouveau fusil américain, on va trouver l'entreprise Armalite, créée en 1954 et qui est une filiale de l'entreprise aéronautique Fairchild. Armalite avait proposé une arme extrêmement novatrice, la AR-10, développée par l'ingénieur Eugene Stoner. Et cette AR-10 avait pour particularité d'avoir un boîtier de culasse en aluminium et d'avoir une crosse et un garde-main en matériaux composites, ce qui faisait que l'arme était très légère car elle pesait environ un peu plus de 3 kg. Finalement, cette arme ne sera pas sélectionnée par l'armée américaine, mais quand cette dernière se rend compte de la nécessité d'avoir une munition de plus petit calibre, afin d'avoir une arme plus contrôlable, Armalite va de nouveau proposer son arme, cette fois-ci aménagée en 5,56 par 45 mm. Cette nouvelle arme, désignée AR-15, va avoir du mal à s'imposer, au point que Colt va racheter les droits à Armalite en 1959. Et finalement, les premiers AR-15 vont être achetés par l'US Air Force, avec les Colt 601 et leurs évolutions à partir de 1963. Cette adoption dans l'Air Force va être un premier pas, et l'armée va commencer à s'intéresser à ce nouveau fusil et va demander à le faire un peu évoluer, ce qui va lancer tous les prototypes de XM16. Et parmi les modifications les plus notables, il y a le bouton d'assistance à la fermeture, qui est ce bouton, et la crosse et le garde-main vont également évoluer et vont changer de couleur par rapport au fusil de l'Air Force. Le boîtier de culasse sera également légèrement modifié, avec une petite protection autour du bouton d'éjection du chargeur, mais on verra ça tout à l'heure. Une fois que toutes ces modifications ont été faites, l'arme est officiellement adoptée et devient le M16A1, à partir du mois de février 1967. Alors, Colt ainsi qu'une filiale de General Motors, GM Hydramatic, vont commencer à fabriquer ses premiers fusils. Lors de son introduction, le M16A1 n'a pas reçu que des éloges et de nombreux problèmes de fiabilité ont émergé. J'avais fait une vidéo sur les problèmes de fiabilité du M16 que je vous invite donc à consulter si vous voulez en savoir plus. Mais pour résumer, ces problèmes de fiabilité ont été causés par plusieurs facteurs. Il est vrai déjà que le mécanisme du M16 avec son empreinte gaz nécessite plus d'entretien et que les premiers chargeurs de l'époque étaient très perfectibles. Néanmoins, il y avait aussi un manque de compréhension par rapport à cette arme que l'on présentait comme autolubrifiante et les soldats ne recevaient pas forcément de kit de nettoyage. Il y avait également un scepticisme par rapport à sa construction moderne, avec l'utilisation d'aluminium et de plastique. Et pour en rajouter une couche, la poudre utilisée dans les cartouches de 5,56 n'était pas celle initialement prévue par les ingénieurs, ce qui avait un impact négatif sur la fiabilité de l'arme. Mais avec le temps, la plupart de ces problèmes ont été résolus, et l'arme est désormais reconnue pour sa fiabilité, et c'est une des raisons pour laquelle les versions modernisées du M16 sont toujours au service aujourd'hui. Maintenant qu'on a brossé un peu l'histoire du M16A1, on va pouvoir le regarder de plus près. Au sein de la famille des M16A1, il y a eu des modifications pour résoudre quelques problèmes. Au départ, ces armes étaient équipées d'un cache-flamme avec 3 broches, mais on s'est rendu compte qu'il n'était pas pratique et avait tendance à s'accrocher à la végétation, et il sera remplacé par le désormais standard cache-flamme dit Birdcage, comme celui-ci. Sur les fusils qui n'étaient pas équipés de lance-grenades, on avait également le fameux garde-main triangulaire typique des premiers M16. Les organes de visée sont très classiques et ressemblent un peu à ceux du Garand. On a notre guidon à l'avant qui est protégé par 2 oreilles, et sur la poignée de transport, on a 2 œilletons, un œilleton standard et un œilleton pour le combat rapproché. Et on peut régler l'œilleton grâce à cette molette sur la droite de la poignée de transport. Le levier d'armement est situé à l'arrière, ici, et même si ça nous paraît normal aujourd'hui, en fait, il n'y a pas beaucoup d'armes qui vont utiliser ce mécanisme. D'ailleurs, sur les
sur les premiers AR, le levier d'armement était situé ici, un peu comme sur un FAMAS, mais on s'est rendu compte qu'avec le tir soutenu, ce levier pouvait être assez chaud, donc on l'a déplacé à l'arrière. Et pour s'en servir, on a une sorte de petite languette qui dépasse et qui va nous permettre de manipuler la culasse. Sur le côté gauche, on a notre sélecteur de tir avec safe, semi et auto. Et en auto, la cadence de tir est d'environ 900 coups par minute. On a également notre arrêteur de culasse qui est cette pièce-là. Donc, quand on retire la culasse en arrière, on peut la bloquer en appuyant comme ceci. Notre culasse est alors en position ouverte. Et pour la relâcher, on appuie sur le bouton. Sur le côté droit, on a notre bouton d'éjection du chargeur qui tombe naturellement sous l'index. Et on peut remarquer qu'il est protégé par ce petit renflement, chose nouvelle par rapport aux premiers AR-15 et au Colt 601 de l'US Air Force. On a également notre volet qui va couvrir le port d'éjection et qui ressemble un peu au volet d'un STG-44 mais articulé dans l'autre sens. Donc on peut couvrir le port d'éjection comme ceci et automatiquement, dès que la culasse va bouger, donc soit lors du tir, soit quand on la manipule, il va s'ouvrir. On a également notre bouton d'assistance à la fermeture qui va nous permettre de s'assurer que la culasse est bien verrouillée en avant. Ça aussi, sur le design initial, il n'y en avait pas. Et sur le M16A1, on peut remarquer que ce bouton est de forme un peu oblongue, un peu en ovale. Et sur les versions plus modernes, le bouton est simplement circulaire. La crosse, elle, est fixe. Et à partir de 1971, on va lui rajouter une trappe pour mettre un kit de nettoyage. Les premiers chargeurs avaient une capacité de 20 cartouches, car c'était spécifié dans le cahier des charges initiales. Mais ensuite, on a développé des chargeurs de 30 cartouches, comme celui-ci. Mais ces premiers chargeurs de 30 cartouches n'étaient pas forcément des plus fiables, notamment à cause du design particulier de l'élévateur. Il va y avoir différentes versions de l'élévateur au fil des années pour rendre ce chargeur fiable. Le M16A1 est normalement une arme qui est relativement légère, car elle pèse entre 3 et 4 kg, évidemment, sans prendre en compte ce lance-grenade. Le canon, lui, va mesurer un peu plus de 50 cm, et l'arme mesure environ 1 mètre de long. Le démontage du M16A1 est très simple. Évidemment, on va commencer par vérifier que notre arme n'est pas chargée. On enlève le chargeur. On n'a rien dans la chambre. Et on va commencer en fait par retirer, du moins par pousser cette goupille ici, qui va nous permettre d'ouvrir le boîtier de culasse. Alors sur cette variante, vu qu'on a un lance-grenade, il faut qu'on enlève, qu'on déplace le pontet, comme ceci. Et là, on peut faire pivoter l'arme. On tire sur le levier d'armement. Et on va pouvoir retirer le porte-culasse. Donc là, on a notre levier d'armement, avec son petit loquet sur le côté. Le porte-culasse, avec notre tête de culasse, avec ses tenons de verrouillage. Donc on peut voir qu'elle fonctionne de manière circulaire. On peut voir ici la griffe de l'extracteur et la sorte de petit cercle qui dépasse, ça va être notre éjecteur, et au milieu, évidemment, le canal du percuteur. On a également une sorte de petit tube qui dépasse, et ce tube, c'est le tube dans lequel les gaz vont être redirigés. Le ressort récupérateur est captif, il est dans la crosse, il est maintenu grâce à cette petite pièce qui dépasse. Et ce ressort récupérateur dans la crosse, en fait, va expliquer pourquoi on ne peut pas vraiment avoir de M16 ou d'AR-15 avec un système d'empreinte gaz classique, avec une crosse pliable, parce qu'on a vraiment besoin de cet espace pour y mettre le ressort. Le remontage n'est pas bien compliqué, hein, c'est juste le processus inverse. On va mettre notre levier d'armement, on le maintient au-dessus, on met le porte-culasse,
et on referme. Le M16A1 utilise un système d'empreinte gaz avec une vanne gazeuse. Lorsque l'on appuie sur la queue de détente, le marteau va être libéré et frapper le percuteur, déclenchant ainsi le coup de feu. Une partie des gaz de propulsion va être prélevée par les vents et redirigée par une veine gazeuse dans une chambre d'expansion des gaz située dans le porte-culasse. La pression des gaz va alors forcer le porte-culasse en arrière, puis forcer la culasse à se déverrouiller en pivotant. Le trop-plein de gaz va ensuite être évacué par deux évents sur le côté droit du porte-culasse. Lors de son mouvement en arrière, l'étui va être extrait par la griffe de l'extracteur, puis l'éjecteur va le chasser et il va sortir par le port d'éjection. Une fois totalement en arrière, le porte-culasse et la culasse vont repartir en avant sous la force du ressort récupérateur situé dans la crosse. La culasse va chambrer une nouvelle cartouche, puis se verrouiller en pivotant. L'arme est désormais prête à faire feu de nouveau. On va désormais regarder le groupe de détente. Lorsque l'on appuie sur la queue de détente, le marteau va frapper le percuteur, ce qui va déclencher le tir, et quand la culasse va reculer, le marteau va se baisser pour se réarmer. En mode semi-automatique, le séparateur, qui est cette pièce entre le marteau et la détente, va se soulever grâce à son ressort pour intercepter le marteau grâce à une encoche qui va le maintenir en position arrière. Quand le tireur va relâcher la queue de détente, le séparateur va s'effacer pour que le marteau soit de nouveau retenu par le bec de gâchette. Quand on fait passer le sélecteur de tir en mode automatique, le séparateur ne va plus être mis sous pression et donc ne pas retenir le marteau après le premier tir. Cependant, le marteau ne va pas repartir tout de suite en avant. Il va être maintenu en arrière par une seconde gâchette, située ici, et qui va le bloquer tant que la culasse n'est pas en avant. Une fois la culasse en avant, cette dernière va s'appuyer sur cette seconde gâchette, qui va pivoter pour relâcher le marteau. Et ce processus va recommencer tant que le tireur ne relâche pas la queue de détente et que l'arme dispose de munitions. Le M16 a une place particulière dans l'histoire des armes à feu. Dans un sens, il témoigne de l'adoption générale des munitions intermédiaires avec sa cartouche de 5,56 par 45 mm. C'est une arme aussi qui est extrêmement efficace et fiable, et même si des fusils plus modernes ont été conçus depuis, le M16, la R15 et toutes ces variantes ont su évoluer grâce à la modularité de la plateforme pour être aujourd'hui des fusils d'assaut qui sont toujours efficaces. Quand on regarde le boîtier de culasse de ce M16A1 et également son mécanisme, on peut voir qu'ils sont quasiment identiques aux M16 et M4 qu'utilise l'armée américaine et bien d'autres. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur le M16A1. J'espère qu'on aura l'occasion de voir également d'autres versions du M16 afin que l'on puisse les comparer. Encore une fois, un grand merci à l'Arsenal de Churchill qui m'a confié ce fusil. Et je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous le pouvez, à soutenir mon travail grâce au Tipeee dans la description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.